Bonjour, Chuganabila, comme on dit à Okinawa et sur cette chaîne Shiryu Kunichi Juku, la chaîne où on parle d'Okinawa, d'arts martiaux, aussi de culture japonaise et justement aujourd'hui on va parler de tatami. Mais les tatamis, vous le savez, ça se trouve aussi à Okinawa. Avant ça, n'oubliez pas, mettez le pouce en l'air, abonnez-vous et puis partagez cette vidéo. Tout ça c'est important pour son référencement et pour cette chaîne de façon plus large. Allez, c'est parti, les tatamis. Les tatamis, vous savez ce que c'est. Enfin, vous avez une idée de ce que c'est. Ce qu'on a nous, entre nous, dans les gymnases quand on pratique le karaté. Soit dit en passant, normalement le karaté ne se pratique pas sur des tatamis parce qu'il n'y en a pas besoin. Mais ça, c'est un autre débat. Revenons donc sur nos tatamis qu'on voit dans les gymnases, dans les salles de sport en Occident, en Europe, en France. Ce n'est pas des vrais tatamis au sens traditionnel du terme, c'est des tatamis de judo. Et en japonais, c'est comme ça que ça se dit, c'est judo tatami. Et on a bien conscience que ce sont des ustensiles, des instruments qui permettent la pratique du judo, puisque vous le savez, le judo est né vers 1880, alors pour faire simple, on va dire 1900. Et donc vers 1900, vu que dans cette discipline, les chutes sont devenues majoritaires, alors que normalement le jujutsu, c'était aussi par exemple travail articulaire ou étranglement, ce n'était pas forcément des projections. Donc, forcément, vu que là, il y avait des projections, qui dit projection dit chute, il fallait amortir les chutes. Et Kano, donc, a décidé d'utiliser des tatamis. Alors, vous allez me dire, oui, il a pris des tatamis qui existaient au Japon. Eh bien, pas du tout. Il a pris les tatamis qu'on trouvait au Ryukyu, et qui s'appelaient justement Ryukyu tatami. Mais avant ça, revenons donc sur les caractéristiques d'un tatami dans la culture japonaise. Un tatami est fabriqué un peu comme un millefeuille. On va commencer par le haut, par ce qu'on voit. Le tatami a d'abord la couverture du tatami. En japonais, c'est omote. C'est ça en fait qui donne son aspect particulier et son odeur, puisque c'est fabriqué à partir de jonc. Oui, le jonc comme il y a dans les marécages. Hein. Donc c'est du jonc qui est qu'on fait sécher, et ensuite on le tresse à l'horizontale avec des fils de lin ou des fils de coton. Ça nous donne la couverture qui donne cet aspect très particulier au tatami, mais qui est aussi très fragile. Ensuite, dedans, on trouve de la paille, voilà, de la paille qu'on fait sécher. Voilà. Et tout en bas, donc on va dire au revers du tatami, il y a plusieurs siècles, c'était juste l'équivalent de la couverture, mais mise justement à l'envers, et c'était juste en fait pour protéger un peu de l'humidité. Les tatamis plus modernes, au fur et à mesure, ont commencé à avoir des matériaux vraiment adaptés pour lutter contre l'humidité et les insectes, et donc ça c'est devenu vraiment le tatami traditionnel, qui n'existe plus trop maintenant. À l'intérieur, maintenant, on a des matériaux composites. On a soit du polystyrène ou des matériaux très isolants, très résistants. Et seulement entre, on va dire là, vous avez ça comme ça, donc là et là, on a un petit peu de paille encore, de la paille de riz bien entendu. Et donc au-dessus, on a la couverture et tout en dessous, on a le revers fait avec un matériau, je vous le disais, isolant qui protège des insectes et de l'humidité. Ensuite, la taille. En fait, il y a plusieurs tailles pour le tatami, puisque vous savez bien, c'était dans tout le Japon, et le Japon n'était pas unifié jusqu'à très récemment. Hein. Donc, selon les régions du Japon, les tailles de tatami étaient différentes, ça ne vous étonnera pas. Donc, dans le Japon de l'Ouest, hein, le tatami faisait 181 cm sur 91 cm, tandis que à Edo, c'est-à-dire ce qui allait devenir Tokyo, c'était des tatamis beaucoup plus grands, qui faisait 1,91 m sur 95 cm. Bien sûr, avec la modernité du Japon, tout s'est unifié et maintenant dans tout le Japon, un tatami fait 181 cm sur 81 cm, c'est la taille standard et c'est aussi comme ça même qu'on mesure les superficies et on appelle ça jo, parce que jo en fait c'est l'autre lecture du caractère tatami. Ça c'était pour le tatami du Japon. Au Ryukyu, il y avait aussi bien sûr des tatamis. Ben oui, il n'y avait pas de raison que ça n'ait pas existé. Mais ce n'étaient pas les mêmes, puisque le tatami est fabriqué, je vous le disais, avec du jonc, ça s'appelle igusa en japonais.
Oryukyu, ce n'est donc pas du jonc, c'était le Cyperaceae. Alors, je ne savais pas ce que c'était, hein, bien sûr, je suis allé voir. Et en fait, le Cyperaceae servait à fabriquer du papyrus, parce que vous vous en doutez, hein, c'est un végétal qui poussait aussi dans nos contrées, on va dire en Occident, et ben en Égypte. Et il est radicalement différent du jonc, déjà il est un peu de forme triangulaire. Ça n'a rien à voir avec le jonc qui est rond. Et il y avait aussi une autre différence avec les tatamis du Japon, au Ryukyu, c'est qu'il n'y avait pas de bordure sur le tatami, parce que le tatami a des bordures. C'est un peu ce qui fait son style. Et la bordure, ça se dit heri. Heri, vous connaissez, hein, c'est ce qu'il y a aussi sur les karategi ou les keipogi, hein, qu'on fasse de l'aïkido ou du judo. On appelle ça le col. Et bien sûr, comme la couverture est différente, puisque au Ryukyu, elle n'est pas fabriquée avec du jonc, ça ne fait pas du tout le même rendu. Au Ryukyu, c'est beaucoup plus, on va dire, j'allais dire râpeux. Non, c'est pas comme ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'aspérité. Alors que le tatami japonais est beaucoup plus doux quand on touche la couverture. Maintenant qu'on voit bien la différence entre le tatami japonais et le tatami des Ryukyu, on va comprendre pourquoi est-ce que le tatami des Ryukyu a été utilisé tout au début comme tatami de judo. Je vous le disais, les fibres de jonc sont relativement fragiles du fait même qu'elles sont rondes, donc elles résistent en fait à une poussée dans le sens, et bien justement, j'allais dire dans le sens du poil, quand on est dans le sens vertical. Mais à l'horizontale, les fibres du tatami japonais sont très fragiles. Donc bien sûr, si on fait de la lutte dessus, hein, c'est-à-dire du judo, vu qu'il y a beaucoup de sol, eh bien ça se déchire. Là, les enseignants, les professeurs de judo ont vu que justement les tatamis des Ryukyu tatami, qui étaient donc fabriqués avec le Cyperaceae, étaient beaucoup plus résistants, qu'ils résistaient aux poussées horizontale, alors que normalement un tatami supporte surtout quand c'est vertical, dans le sens de la longueur. Ils ont dit très bien, on va adopter ça. En plus, je vous le disais, les tatamis des Ryukyu n'avaient pas de bordure, de liseré, donc c'était aussi très bien, parce que de toute façon pour le judo ça sert à rien, au contraire encore quelque chose qui peut être fragile, qui peut se déchirer, parce que le tatami de judo n'a pas de vocation esthétique, non, il est là seulement pour protéger des chutes. Et tout ça a fait qu'au début, dans le judo, on utilisait donc un tatami des Ryukyu. De façon plus récente, on s'est rendu compte que ces tatamis donc, étaient quand même faits de façon traditionnelle avec de la paille à l'intérieur, comme je vous le disais, puisque de toute façon au Ryukyu ou au Japon, c'est toujours de la paille dedans, hein, de la paille de riz. C'est relativement dur, hein, c'est dense, c'est compact, pour amortir les chutes, c'est pas si bien que ça. C'est bien pour marcher dessus, mais pour amortir les chutes, non, c'est pas bien. Donc forcément, après la guerre, on a commencé vraiment à développer des tatamis de judo qui étaient complètement synthétiques et bien sûr qui étaient beaucoup plus adaptés justement à amortir les chutes. Ce qui fait que de nos jours, ces tatamis hein, qu'on voit nous aussi dans nos salles de sport, hein, qui sont souvent rouges ou bleus, n'ont plus en fait grand chose à voir avec les tatamis tels qu'on l'entend encore maintenant au Japon et même à Okinawa. De toute façon, ce qu'on a maintenant à Okinawa, c'est aussi les tatamis japonais. Si vous êtes allé au château de Shuri, il y a des tatamis japonais dedans, mais ça c'est normal puisque le château de Shuri c'était la demeure du roi et le roi prenait ce qui venait du Japon, c'était tellement mieux. Ces tatamis sportifs, certains disent il ne faudrait plus les appeler tatamis puisque de toute façon ça n'a rien à voir avec les tatamis japonais. Oui, mais même au Japon, hein, on parle aussi de tatami. Donc de toute façon, il ne faut pas encore essayer d'être plus aristocrate que le roi. Non, si les Japonais continuent à parler de tatami pour leur tatami de judo, pourquoi nous, les tatamis de judo qu'on a dans les salles, dans les gymnases, dans les dojos en France et qui servent aussi pour le karaté, hein, donc on n'a aucune raison de ne pas les appeler justement tatami, c'est comme ça. Au final, les tatamis actuels de judo sont bien différents des tatamis traditionnels, que ce soit ceux de la tradition Ryukyu qui n'existent quasiment plus non plus. Maintenant, ce qu'on appelle tatami des Ryukyu, en fait, c'est des tatamis qui ne sont pas de forme rectangulaire, mais en fait qui ont une forme carrée, donc qui font généralement 82 sur 82. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle Ryukyu tatami, et puis bien sûr, il n'y a pas non plus le liseré. Donc souvent au Japon, on met ça un peu justement comme j'allais dire, un tapis de sol pour par exemple quand on a un petit enfant pour qu'il marche dessus. Parce que maintenant les Japonais souvent ont du parquet, voire du lino chez eux. Hein. Les tatamis dans les logements japonais c'est fini, surtout dans les immeubles, surtout dans les appartements. Donc Ryukyu tatami ça n'existe plus vraiment.
Les tatamis, oui, ça, il y en a encore vraiment beaucoup, mais c'est pareil, hein, je vous le disais, dans les logements, ça ne se trouve pas tant que ça, mais dès que vous allez dans une auberge, où vous faites des choses liées à la tradition, par exemple la cérémonie du thé, là, vous êtes sur un tatami. Ça a une odeur vraiment particulière, hein, je vous le disais, puisque c'est végétal, et c'est vraiment ça qui incarne vraiment encore le Japon, et les Japonais chérissent le tatami. Ils en ont plus chez eux, je vous le disais, mais dès qu'ils peuvent, en fait, ils essayent comme ça d'être sur un tatami, puisqu'ils peuvent être par terre, ils sont assis par terre, allongés comme ils ont envie, ils peuvent faire une petite sieste. Et le tatami, en fait, se retrouve aussi dans les logements très modestes. Les gens vraiment qui n'ont pas beaucoup d'argent ont toujours des tatamis chez eux. Et à l'inverse, ceux qui sont très très riches, donc souvent on voit par exemple, c'est des yakuza encore qui ont ça, hein, qui sont attachés à la tradition. Les yakuza aussi, il y a des pièces à tatami chez eux. Et les Japonais normaux, on pourrait dire, hein, monsieur, madame, tout le monde, les classes moyennes, eux, les tatamis, non, ils n'en ont pas. Et c'est quand ils vont en province, des fois dans la famille, voir leurs parents, dans la vieille maison familiale, ou quand ils vont justement dans les sources d'eau chaude, donc là où il y a le logement aussi avec le ryokan, là il y a des tatamis, qu'est-ce qu'ils sont contents. Voilà, c'était pour parler de tout ça avec vous, j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas un petit commentaire, est-ce que vous avez déjà dormi sur des tatamis par exemple, ou est-ce que vous avez déjà mangé sur des tatamis, est-ce que même vous avez des tatamis chez vous? Est-ce que vous pratiquez les arts martiaux sur un tatami, mais là pas le tatami japonais, donc le tatami de judo, ce qui est complètement synthétique? Dites-moi tout ça en commentaire et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chiryu Wakunichi Juku.